Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. On échange ensemble sur le secteur de la nutraceutique, l'impact de la micronutrition et des plantes sur notre santé. Les acteurs du milieu des compléments alimentaires s'expriment sur NutriCast et aujourd'hui, émission spéciale, déjà en présentiel, donc déjà c'est une émission un peu spéciale, mais surtout une émission qui va être à la fois passionnante et effrayante. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors déjà, on est à Grasse aujourd'hui, donc dans les Alpes-Maritimes, et nous sommes chez Botanicert, entreprise spécialisée dans l'analyse des végétaux, l'analyse des plantes, avec Loïc Lofredo, son directeur technique. Bonjour Loïc. Et bonjour Fabrice. Bon, moi je suis ravi vraiment d'être ici aujourd'hui, donc il fait beau, c'est une belle journée et on va parler d'un sujet qui, depuis que je sais qu'on va faire cette émission, je suis très impatient. En même temps, je l'ai préparé, donc ça m'a posé plein de questions et je me suis dit voilà, les auditeurs vont être aussi fascinés. On va parler des fake plantes. Je ne suis pas la plante que vous croyez. Parfois, chers auditeurs, vous prenez des produits en pensant que ce sont des bonnes plantes et en réalité, il se trouve que falsification, adultération, erreur, il y a beaucoup de choses qui se passent et les produits que l'on pense prendre ne sont pas toujours ceux que l'on prend. À qui la faute? Comment régler le problème? Est-ce que ce sont les laboratoires distributeurs qui sont à l'origine de ça? Est-ce que eux-mêmes sont au courant? Est-ce que eux-mêmes peuvent se fier à leurs fournisseurs? Alors voilà, on va essayer de parler de tout cela aujourd'hui en parlant de cette thématique donc des fake plantes. Juste un mot peut-être sur la présentation, je l'ai présenté rapidement, de Botanicert, Loïc. Botanicert, c'est comme tu l'as dit, un laboratoire d'analyse de plantes. Globalement, on aide vraiment et on accompagne les acteurs du marché, notamment en tout cas plus des compléments alimentaires, au travers de différentes problématiques, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les acteurs en tout cas de démêler un petit peu tout ce qui se passe dans leurs échantillons, comment des fois interpréter la réglementation, etc. Comment les accompagner dans leur quotidien, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est pas évident, vous avez mentionné là rapidement, je sais pas si on se tutoie, on se voit, bon on le fait à la cool. Non mais tu as mentionné quelque chose qui est important, c'est sur la législation, parce que les produits que vous prenez, chers auditeurs, ou que vous recommandez, car il y a beaucoup de prescripteurs de santé qui nous écoutent aussi, les produits que vous recommandez, ils sont validés donc déjà par la DGCCRF, donc il y a tout un tas de contrôles, mais est-ce que ces contrôles sont les bons en réalité pour détecter vraiment ce qu'il faut détecter? Ça fait partie des questions que l'on va aborder aujourd'hui. Ouais, exactement. Accrochez-vous bien, chers auditeurs, il y aura un avant et un après. Il y aura un avant. Pour moi, il y a eu un avant en tout cas et un après, puisque c'est difficile d'aujourd'hui donc pour le consommateur comme pour les professionnels, et c'est ça qui est incroyable, de différencier certains produits. Comment vous expliquez ça, Loïc? Déjà, petit quelque chose, effectivement, c'est à la fois, ce que je vais dire un petit peu, ça peut paraître un peu effrayant, mais justement, il faut voir ça aussi comme un bon côté, parce que quand il y a des problèmes, c'est déjà bien de pouvoir les identifier. Comme ça, du coup, on va pouvoir savoir quelles sont les pistes d'amélioration, et c'est ça qui est intéressant. Donc en tout cas, dans ce que tu viens de dire, moi en fait c'est mon premier constat, c'est ce qui m'embête, c'est que quand je suis devant un étalage où je vois plusieurs compléments alimentaires, même activité, même type de plante, etc. Je suis, moi, en tant que vraiment spécialiste, vraiment en analysant les produits du marché, je suis incapable de pouvoir dire lequel est le meilleur. Pourtant, peut-être qu'un des deux est un super produit et peut-être que celui d'à côté ne contient rien dedans, voire même pire, contient même des autres plantes qui présenteraient des activités différentes. Je n'ai aucun moyen de le savoir, comme ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va faire étape par étape justement pour pas tout aborder en même temps et que ce soit un petit peu confus pour nos auditeurs. Oui. Clairement, si on retrouve des fake plantes, donc si le marché est finalement truffé, et je dis truffé, c'est pas par hasard, c'est pas pour exagérer, je pense que le marché est truffé d'ingrédients qui ne sont pas ceux qu'on croit ou titrés comme on le pense ou avec des suffisamment en tout cas chargés d'actifs pour avoir les effets que l'on souhaite. Quand je dis truffé, c'est même un doux euphémisme, parce que justement les contrôles qui sont faits pour analyser ces produits sont pas forcément adaptés. On va voir pourquoi et du coup quelles sont aujourd'hui les méthodes qui existent pour analyser ces produits. Ok, très bien. Nous à Botanicert par exemple, nous utilisons de l'UPLC MS. Mais globalement, ce qu'il se fait la plupart du temps, même ce qui est préconisé par les ouvrages pharmacopées, en tout cas les méthodes de référence, sont souvent ce qu'on appelle de la CCM, de l'HPTLC, etc. Donc c'est de la chromatographie sur couche mince. C'est une technique différente
Voilà, on va pas entrer dans les détails en tout cas. Mais nous, Déjà, il y a trop de détails. Non, oui, je rigole. j'imagine. HPLC, GC, enfin voilà, ce sont des méthodes d'analyse. Voilà. Il y en a une spécifiquement qui est plus valable que les autres. Juste, il y a Julien qui vient de nous rejoindre. Alors on va faire à la bonne franquette, tout petit montage rapide pour installer les micros. Mais Julien vient de nous rejoindre. Donc Julien, tu travailles aussi chez Botanicert. Ouais. Je te laisse te présenter quelques secondes. Bonjour à tous. Julien Diaz, je travaille à Botanicert en tant que responsable contrôle qualité. Donc je m'occupe de tout ce qui est routine et du laboratoire d'analyse. Ok, merci beaucoup Julien. Alors tu prends la conversation au fil de l'eau, on était en train de parler des différentes méthodes d'analyse. Donc aujourd'hui le marché et notamment la répression des fraudes, quelle méthode d'analyse utilise-t-elle? Alors pour connaître les méthodes qu'utilisent les fraudes, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est utilisé ce qui est demandé en tout cas les préconisations, tout ce qui est CCM, HPLC, ce sont des méthodes qui ne permettent vraiment que de regarder certains marqueurs. Connus comme de l'acide chlorogénique, de la rutine, enfin des marqueurs qu'on retrouve dans toutes les plantes. Donc techniquement, c'est des méthodes qui vont être clairement insuffisantes pour pouvoir réaliser une bonne authentification. Parce qu'on en reviendra plus tard, qu'est-ce qu'une bonne authentification ? Justement là, en parlant de marqueurs, donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette définition de marqueur simplement pour qu'on visualise bien ce que c'est quand on a une plante, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'un marqueur dans votre jargon? Donc ce sont des molécules, un marqueur, tout simplement. Mais c'est un peu comme une empreinte digitale. L'empreinte digitale est composée de diverses courbes, de plis sur la peau, etc. Et une plante est constituée d'une empreinte digitale de plusieurs marqueurs spécifiques, minoritaires et majoritaires, tout simplement. D'accord. Donc effectivement, si on a l'image de l'empreinte digitale, donc on va analyser pas toute l'empreinte digitale, une partie de cette empreinte digitale. Et c'est là aussi où ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce que parfois, une partie de l'empreinte digitale correspond à une main et en fait c'est un pied. Il y a d'autres, grosso modo. Ou à plusieurs mains, voilà, effectivement. Ça, ouais. Ça va être en fait, c'est vraiment bien résumé, c'est que c'est le pourcentage de l'empreinte digitale que l'on va analyser qui va permettre d'être plus ou moins pertinent sur l'analyse. Et les méthodes dont parlait Loïc, qui sont présentes sur diverses techniques, après peu importe la technique, mais la philosophie d'analyse, c'est regarder plus ou moins de marqueurs. Et effectivement, la réglementation, aussi bien que la majorité des laboratoires, vont se spécialiser sur un ensemble de marqueurs très connus. Et il y a un manque peut-être de connaissances à ce niveau-là. D'accord. Alors, quand on avait préparé cette émission en amont, ça fait plusieurs mois qu'on parle de comment essayer de vulgariser ça au maximum. Donc, c'est pas forcément évident. En plus, entre l'agenda des uns et des autres, et vous avez beaucoup de choses à faire et des produits donc analysés. Mais grosso modo, on va dire que on va rechercher s'il y a tel actif ou si c'est telle plante. On va à travers une identification ou deux. Aujourd'hui, combien de marqueurs sont imposés? Et en sachant que plus il y a de marqueurs demandés, plus on est sûr finalement de ne pas se tromper. C'est délicat d'y répondre pour chaque plante, ça va être forcément différent. Mais en fait, dans ce qu'a dit Julien, c'est vraiment une belle image dans le sens où l'empreinte digitale, c'est ce qui caractérise une plante. Et en gros, savoir si plus ou moins on a de marqueurs, plus ou moins on va aller loin dans l'identification. Après, la manière de les voir, c'est aussi quelque chose à voir d'une manière différente. C'est les analyser, c'est comme si nous, on avait des paires de lunettes différentes. Si on se dit, je vais mettre une paire de lunettes nocturnes, on va voir certaines choses, mais clairement, on ne verra pas tout ce qui est à côté. Donc, non seulement il y a beaucoup de substances, mais il faut pouvoir les voir de façon exhaustive. Donc, si on s'amuse à mettre des lunettes ou des œillères, on va forcément passer à côté de quelque chose. Et c'est justement le cas des méthodes qui sont non adaptées, c'est qu'elles ne se focalisent uniquement sur une toute petite partie de l'échantillon. Donc forcément, si on regarde qu'une toute petite partie, quelqu'un d'autre peut ajouter n'importe quoi à côté, ça ne se verra pas. Et c'est là le problème. Pour faire une bonne méthode, c'est vrai qu'il faut être exhaustif, il faut tout regarder. Exactement, en sachant qu'on va revenir aussi sur les contraintes un peu des autorités de surveillance, donc de la DGCCRF et les fraudes, qui, elles, plus elles vont aller chercher des marqueurs, on va dire, plus elles vont faire des analyses poussées, plus ça coûte cher, elles n'ont pas forcément de temps, donc elles vont définir entre elles certains marqueurs, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, mais en tout cas qui seront un peu limitants, et finalement qui laissent la porte ouverte à plein de dérives, qu'on va expliquer dans un instant. Mais juste avant, revenir, et Louis, tu en as parlé, qu'est-ce qu'une bonne authentification de plantes? Une bonne authentification, c'est effectivement vérifier que l'échantillon tel qu'il est, s'il est transformé ou pas, provient bien de la bonne plante. Mais uniquement elle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre plante en mélange qui ait été rajoutée volontairement, ou bien une confusion par une plante ajoutée involontairement, ou bien une contamination parce qu'il y avait une autre cuve avec, etc. Donc vraiment qu'il n'y a que la plante, mais à côté qu'il n'y ait pas aussi de substances qui aient été rajoutées, donc des substances endogènes,
donc qui sont déjà présentes dans la plante mais enrichies, comme la caféine dans le guarana par exemple, mais ni des substances exogènes, donc qui ne sont pas censées être présentes initialement, mais qui sont rajoutées pour booster une activité, comme des fois tout ce qui est les principes actifs du Viagra qui sont rajoutés dans des compléments alimentaires pour tout ce qui est lutter contre le dysfonctionnement érectile. Alors, j'arrête sur ce sujet, non pas que ça m'intéresse particulièrement, mais quand même, parce que ça parle aussi au plus grand nombre, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que parmi les composés de la molécule qui compose donc, le Viagra, on va en prendre quelques-unes pour aller la mettre dans certains compléments alimentaires, donc des produits naturels, pour aller doper donc, la libido ou je ne sais quoi, et du coup pour alléguer en disant que voilà, ce produit à base de, je dis ginseng ou n'importe quoi, en réalité, on va lui rajouter un peu de composé du Viagra pour avoir cet effet. Disons que ça marchera un peu mieux. Mais c'est ce qui se fait, ça. Mais c'est totalement, ça arrive. Oui. Ouais, ça arrive. Vous rigolez, c'est vrai. Non, ça. Et schématiquement, c'est comme si on prenait une canalisation de salle de bain et on voulait faire passer les chutes du Niagara à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Et du coup, voilà, s'il n'y avait pas ces problèmes d'activité, de différence d'activité et de posologie, etc., en soi, doper une activité, pourquoi pas? Mais n'étant pas réglementé, n'est pareil, et n'étant pas, effectivement, n'ayant pas la même activité, la même puissance, souvent c'est démesuré dans le produit pour booster l'activité de façon visible, et ça va causer forcément des problèmes de santé obligatoires pouvant être très très graves. Ouais. Mais alors ça, clairement, avant de faire une toute petite pause et de revenir, mais clairement là-dessus, qui est au courant de ça? Est-ce que c'est la personne qui vend le produit au distributeur final, donc est-ce que c'est le laboratoire qui est au courant, ou en amont c'est le façonnier, qui rajoute? Et est-ce que c'est en conscience? Est-ce que c'est une demande parce qu'on dit je veux un produit performant pour mes consommateurs, machin qui fonctionne? Du coup, le façonnier, il a une pression pour donner un produit qui fonctionne, du coup il rajoute? Ou c'est le labo qui dit écoute, rajoute-moi ça va fonctionner? Comment ça se passe? Chaque falsification a son falsificateur, entre guillemets. C'est vrai que rajouter une substance pure dans un produit, ça va pas être fait au moment où la plante est fournie, en gros. Non, ça va être fait au moment où elle est en poudre, réduite en poudre, après extraction ou avant incorporation dans un produit fini. Tout le monde est plus ou moins responsable sur la chaîne à partir du moment où tout le monde est censé faire le contrôle de sa matière dans son process. Effectivement, celui qui est le plus embêté dans l'histoire, ça va être le metteur sur le marché, mais il doit vérifier de ce qu'il met à façon dans son produit, de ce qu'il vend. Cette personne-là qui achète des ingrédients pour mettre à façon doit vérifier les ingrédients qu'elle achète, etc., etc. Et il y a différents types de falsifications, et celle-ci, vraiment d'adultération par ajout d'une molécule pure, elle va se faire, oui, au moment de l'extraction du produit pour vendre un ingrédient dopé en un actif, probablement. D'accord, et par exemple, sur ce genre de produit-là, alors est-ce qu'on peut être genre concret? On va rajouter une molécule, un des composés du Viagra, pour quel type de complément alimentaire, par exemple? Des mélanges de plantes qu'on peut trouver, ouais, c'est ça, exactement. Imaginons quelqu'un veut développer un nouveau produit dans ce sens-là. Il va tester quelques matières et puis il y en a une, il va se dire waouh, ça fonctionne plutôt bien. Bon, sans faire de dessin, mais oui, ça fonctionne plutôt bien. Et dans ce cas-là, il va dire bon, je vais faire rentrer ça dans ma formulation, c'est clair. Donc il va acheter son mélange de plantes qu'il a testé au préalable et il se dit moi ça marche bien, donc mes consommateurs vont être super contents. D'accord. Et alors, est-ce que justement, du coup, donc il déclare son produit, il va ajouter donc dans sa déclaration, il va mettre que le produit contient telle plante, en omettant quand même qu'elle contient ce composé de Viagra ou pas? Il ne le sait pas à ce moment-là parce qu'il a acheté un mélange de plantes. Pour lui, c'est des plantes qui marchent super bien en fait. D'accord. Donc c'est pas le distributeur qui est au courant. Mais s'il n'y a aucune analyse, personne n'est au courant. En fait, s'il n'y a aucune analyse sur toute la chaîne, il n'y aura jamais personne qui sera au courant. Mais est-ce que les analyses, elles sont sur ce genre justement de procédé? Est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on va rechercher uniquement des plantes qui sont censées? D'où la définition de Loïc d'une bonne ou d'une mauvaise analyse d'identification. Il y a celle qui va se cantonner à dire on a besoin de voir tel et tel marqueur, donc molécule, et on va dire oui, c'est la bonne plante. Et il y a l'analyse d'identification pertinente et disons exhaustive qui va aller regarder toutes les molécules, celles que l'on attend, mais vu que l'on veut tout voir et qu'on ne se met pas d'œillères, on va aussi voir celles qui ne sont pas attendues et dire ah, celle-ci elle n'est pas attendue, attention, il y a un problème. D'accord. Ok. Bon, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ok. Bon, en espérant que les autorités justement recherchent aussi celles qu'on ne veut pas voir, et parce que moi je sais que dans certains contrôles de la DGCCRF, en écoutant un peu les expériences des uns et des autres, c'est souvent on va rechercher s'il y a telle molécule annoncée, mais pas forcément celles qui ne sont pas censées être présentes. C'est un peu le biais. Par contre, effectivement, là je sais que les autorités, quand il y a des campagnes sur l'analyse de produits de ce type-là, savent que dans les produits en tout cas pour l'usage de en tout cas pour tout ce qui est dysfonctionnement érectile, savent qu'il faut chercher ce type de molécules. Donc ça reste quand même effectivement du ciblé.
En tout cas, on va mettre le... Louis, on va dire que tu es au courant de ça parce que tu travailles dans le secteur. Hein. Parce que tu vas l'air bien au courant. On marque une toute petite pause et on revient tout de suite. NutriCast, donc en direct de Botanicert à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'est une belle journée et nous sommes avec Julien donc, et Loïc pour parler des fake plantes. Alors, c'est vrai qu'on ne suit pas forcément le conducteur. Voilà, la conversation, elle évolue aussi au fil de l'eau. On vient de parler donc, de ces composés ajoutés, donc, composés de Viagra ajoutés à des substances, à des produits soi-disant naturels pour favoriser certaines fonctions. Et du coup, effectivement, il ne faut pas s'étonner que ça marche. Et tu disais, Julien, avec forcément pour le consommateur des effets secondaires qui peuvent être un peu dramatiques. Alors, on va évoquer des cas concrets, puisque sur les fake plantes, pourquoi il y a des fake plantes? Donc, il y a des erreurs, tu le disais tout à l'heure, Louis, donc ça peut être des erreurs, ça peut être de l'adultération, de la falsification et de la dilution aussi. Donc, il y a différentes méthodes qui permettent, en tout cas, à certains acteurs de ne pas proposer les bons produits. Oui. Ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez me décrire ces méthodes, ces différents cas de figure, avec des cas concrets de plantes? Je sais que, Louis, tu m'avais donné, il me semble, le cas de la badiane de Chine, par exemple, badiane de Chine, badiane de Japon. Donnez des exemples concrets pour les auditeurs, s'il vous plaît. Alors, le cas que tu viens de mentionner, par exemple, c'est un cas qui est un peu, entre guillemets, emblématique, mais qui n'arrive pas aujourd'hui. Par exemple, la badiane du Japon ou de Chine, c'est... Sur tous les ouvrages, on le voit, mais c'est un truc qui est arrivé une fois. Bon, je pense pas qu'on le reverra, et j'espère pas. Mais pourtant, il faut quand même s'y attendre, attention. Hein. Mais c'est clairement pas des types de falsifications qui arrivent. Les falsifications, il faut bien se dire qu'elles évoluent au fur et à mesure en fonction des modes, des productions. Si imaginez qu'il y a une forte demande dans une plante, bah forcément, s'il n'y a pas assez de matière à vendre, on va se débrouiller pour pouvoir en vendre. Donc dans ce cas-là, on met d'autres plantes en mélange, des choses qui techniquement y ressemblent un petit peu, histoire de pouvoir passer les contrôles. Mais voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de la demande que se font les fraudes. D'accord, donc effectivement, plus un produit est recherché, plus il va être vendu, plus on va faire du business, et donc forcément on a intérêt à travailler sur comment le falsifier ou comment faire en sorte de fournir la demande, d'autant que il y a certains produits qui sont peut-être un peu rares et dont le stock ne peuvent pas fournir à tout le monde. Je pense à l'exemple du Desmodium, dont tu parlais dans la présentation, qu'on n'a pas fait sur NutriCast, mais qu'on a vu ensemble tous les deux dans des animations que tu as faites qui sont très, très pertinentes. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, le problème, c'est que Desmodium, effectivement, c'est exactement ça. C'est le principe de l'offre et demande. On est en plein dedans. Là, clairement, l'offre de Desmodium, elle est faible. Et pourtant, on en trouve partout. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une quantité de Desmodium qui n'est pas forcément du bon Desmodium ou pas forcément concentré. Qu'est-ce qu'on peut se dire en tant que consommateur ? Bah, effectivement, les deux points peuvent être des bonnes pistes. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre des autres espèces proches de Desmodium, très proches ou même des fois plus éloignées. En tout cas, nous, ce qu'on voit souvent, ce sont des plantes qui sont assez proches, qui sont mises à la place de Desmodium. Et je sais qu'il y a 2-3 ans, on avait quasiment 90-95% de non-conformité, dans le sens où c'était assez rare qu'on avait vraiment l'espèce Desmodium ascendens qui est demandée. Alors attends, c'est-à-dire qu'on va te faire analyser des produits avec Desmodium annoncé, et dans 95% des cas, c'était pas ça. À une époque, c'était la folie. Hein. Et en fait, c'est en fonction des modes. Hein. Il y a des moments où il peut y avoir un nombre de falsifications. Les chiffres varient. Hein. Ouais, les chiffres varient. C'était une petite période dans laquelle on a eu cette campagne. Alors, ça varie. On a une fois une campagne de ça, une fois une campagne de prêle, une fois une campagne de curcuma. Ça varie au fur et à mesure de la tendance, tout simplement. Il y a des tendances en consommation. Donc il y a des tendances ensuite en production, avec dire pour répondre à la demande, on va faire une offre, mais il n'y a pas plus de champs qu'on imagine. Il y a quand même une part de confusion aussi là-dedans, une part de méconnaissance. Tout à l'heure, on évoquait les ressources limitées des laboratoires ou des fraudes. Je pense qu'une des ressources la plus limitée aujourd'hui, c'est la connaissance. Donc le temps, l'argent, c'est pas plus cher de faire une bonne analyse, c'est plus cher de développer la connaissance qui nous permet de la faire. Donc je pense que c'est surtout ça. Et les fraudes, on essaye de citer des cas, mais il y en a plein. Et Loïc disait ça arrivera sûrement plus, et moi je l'espère, mais la loi de Lewis dit que ce qui doit arriver arrivera. Ce qui peut arriver, en tout cas, arrivera. Et toutes les plantes pourront un jour, selon la demande, selon la tendance, parce qu'il va y avoir un papier journalistique qui va revendiquer telle capacité à faire maigrir sur telle plante, qui n'est pas encore étoffée par des laboratoires scientifiquement, mais les gens vont
en faire la demande, etc., etc. Donc c'est toujours motivé par effectivement une demande ou une recherche ou le besoin d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans le domaine pour pouvoir survivre, et ça va forcément créer des problèmes et des ambitions, et donc forcément des problèmes derrière. D'accord, donc alors moi franchement je vous écoute parler, messieurs, et je me dis donc clairement plus on voit un produit sur le marché, plus le produit est tendance, plus on en entend parler, plus il reçoit des allégations de santé, et attention, danger. Ça veut dire que potentiellement, il y a plus de chances qu'il soit adultéré ou falsifié qu'un produit un peu plus dont on entend moins parler, et du coup moins vendu. Mais c'est pareil pour l'alimentation. Juste si on peut faire un petit parallèle. Quand l'avocat était tendance, les productions se sont développées dans tous les pays autant que possible. Hors sol, la production intensive, ça crée des problèmes d'environnement, etc. Je veux dire, dès qu'il y a une demande, il y a forcément la course derrière à l'offre, et donc ça crée des dérives, mais comme dans tous les domaines. C'est ça. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est que si le terrain est particulièrement propice, par exemple, si des plantes sont très difficilement contrôlables, là c'est clair, ça devient incontrôlable d'ailleurs. Alors que c'est une plante qui au final était facilement analysée, etc., et de façon assez exhaustive, même si la tendance augmente, même si les modes évoluent, à la limite, les falsifications n'ont pas tellement évolué. Donc en fait, clairement, c'est toujours la même chose qui revient, c'est que pour savoir s'il y a des falsifications, savoir ce qu'un produit contient, malheureusement, une analyse, c'est indispensable en fait. D'accord, alors on va revenir sur ce point d'analyse parce que c'est indispensable, mais les acteurs du marché n'ont pas forcément d'obligation à faire ces analyses. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de plantes sur le marché. Si vous entendez des bruits, chers auditeurs, on est en direct de Grasse, donc il y a des camions qui passent, il y a des choses, ne vous inquiétez pas. Donc quand même, tu as cité tout à l'heure, Julien, du curcuma. Donc à un moment donné, parce que le curcuma c'est très à la mode aussi quand même, enfin ça l'a toujours été, mais voilà, il y a quand même des grosses périodes de vente de curcuma, notamment durant cette période aussi de Covid. D'ailleurs, le marché des compléments alimentaires dans son ensemble s'est plutôt bien porté sur tout ce qui est immunité, anti-inflammatoire, etc., naturel. Le curcuma, clairement, à un moment donné, vous avez eu des produits qui prétendaient contenir du curcuma. Finalement, après analyse, il n'y avait pas forcément de curcuma. C'était une plante similaire ou qui présentait des mêmes actifs. Pour le curcuma, généralement, le curcuma présente 3 molécules principales dans des ratios très spécifiques, qui sont les curcumines. Donc ça va être des extraits qui sont très titrés en ces 3 molécules. Un curcuma naturel va les présenter dans des proportions particulières. Et effectivement, les extraits les plus adultérés, entre guillemets, ça va être 2 choses. Ça va être soit dilué, c'est-à-dire qu'on n'a pas la quantité des molécules d'intérêt que l'on souhaite. Donc c'est une adultération économique, tout simplement. On floue le consommateur. Et la deuxième chose qui est un peu plus dérangeante, ça va être de la molécule de synthèse, la curcumine de synthèse. Donc une seule des 3 molécules présente en grande quantité, dont le ratio effectivement n'est pas respecté. C'est plus il y a une extraction aussi de cette molécule, donc il y a des problématiques derrière de procédés d'extraction, des solvants pour la sélectionner. Ça peut être de synthèse. Donc il y a une autre problématique derrière qui peut être aussi sur des coproduits utilisés là-dedans et qui peuvent présenter des traces ensuite dans le produit fini et des problèmes de santé. Très bien. Alors, ok, sur cette explication, merci beaucoup Julien. On revient donc sur la falsification. On peut donc substituer des principes actifs d'une plante par des principes actifs qui sont identiques que la plante recherchée, mais qui proviennent d'une autre plante, c'est ça ? De synthèse parfois. De synthèse, donc directement faite en laboratoire, quoi. D'accord. Qui ne sont pas naturelles. Est-ce que ça, c'est détectable dans des, grosso modo, alors même si effectivement on ne connaît pas les méthodes d'analyse des fraudes, parce qu'il ne manquerait plus qu'elles nous disent comment elles font pour que les laboratoires sachent exactement comment les éviter, mais grosso modo, voilà, on sait très bien non plus que c'est très rare. Déjà, finalement, les analyses sont rares. Et en général, et tu me le disais Louis, que si je ne me trompe pas, la plupart des analyses, elles se font sur des lectures de documents, pas forcément sur l'analyse du produit. En fait, le problème, c'est que les autorités, c'est impossible pour elles, il faut se mettre à leur place, c'est impossible de contrôler tous les produits du marché. Donc en fait, effectivement, il y a des campagnes de contrôle, etc. Mais les inspecteurs, comment est-ce qu'ils peuvent être formés à tout ça ? C'est hyper compliqué pour eux. En fait, il faudrait carrément revoir tout ce système-là, parce que les acteurs, ces inspecteurs, quand ils vont regarder les aspects documentaires, quand ils font un contrôle,
S'ils voient que le laboratoire a bien analysé selon une méthode pharmacopée, etc., ils vont se dire, bon, c'est bien, le job est fait en tout cas. Et ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est assez difficile de leur côté. Donc s'ils étaient vraiment bien au courant de ce qui pouvait se faire, comment pallier aux problèmes, comment identifier que les contrôles ne sont pas adaptés, les choses pourraient être différentes. Mais ça veut dire qu'en fait, même l'émission qu'on fait aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à la DGCCRF, s'il écoute, déjà ça devrait l'intéresser, parce que même lui, peut-être cette conversation que nous avons ensemble, il n'est pas au courant de ces problèmes de falsification, de dilution. Alors on va revenir, Julien, ou Loïc, on va revenir sur le procédé de dilution, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent finalement sur le marché, hein, ce qui a un impact clairement sur l'efficacité d'un produit. Mais là, pour revenir sur la connaissance, c'est ce que tu disais, Julien. Là, aujourd'hui, clairement, chez les inspecteurs, parmi les inspecteurs, tous n'ont pas cette connaissance. Du coup, il y a toute une formation aussi à revoir, j'ai envie de dire, et ça coûte de l'argent. Exactement, c'est beaucoup de temps aussi. Et malheureusement, c'est vrai que quand on se dit, oui, bon, c'est bon, je sais ce qu'il peut y avoir comme falsification dans les plantes, en général, on prend les ouvrages les plus connus qui mentionnent quelques falsifications, mais c'est des choses qui n'arrivent pas. En vrai, c'est vraiment très loin de la réalité. Pour avoir ces informations-là, peu de sources permettent d'informer toutes ces personnes-là, en fait. Et en fait, aussi, ce qu'il faut se dire, alors chers auditeurs, là on parle l'idée n'est pas de créer un contexte encore plus angoissant ou stressant qu'on le connaît depuis ces derniers mois. Non, l'idée c'est d'avancer et on va arriver vers des solutions. Exactement. Dans un instant. C'est le but. Mais faut savoir que aujourd'hui, et Julien et Louis, vous l'avez bien dit, c'est une question de business, de marché. Ça veut dire que si on falsifie des plantes, c'est pas pour vous empoisonner quelque part. Non, c'est simplement pour des questions de business, d'argent, voilà, des raisons économiques. Ce qui veut dire qu'on va substituer par des plantes qui sont pas forcément dangereuses, mais en tout cas l'efficacité d'un produit, elle ne sera pas forcément aussi bonne que si les plantes avaient été authentiques avec les principes actifs annoncés. Donc forcément, ça a un impact sur la filière, sur le consommateur, sur la crédibilité du marché. Et on va laisser de côté le côté toxique, car finalement, les cas de toxicité sont plus rares. Et on va dire que pour le coup, la DGCCRF, elle va vraiment, on va dire, et c'est ce qu'elle devrait faire normalement, accentuer ses analyses sur déjà les toxicités pour déjà enlever le côté dangereux. Donc si elle se focalise sur le côté toxicité, en sachant qu'elle ne peut pas faire des enquêtes sur tout, il reste quand même une partie très 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 large pour les falsifications à but économique et notamment aussi donc par dilution. Qui peut m'expliquer le plus clairement possible ce qu'est la dilution ? Oui, comme son nom l'indique, ça va être la diminution d'une concentration d'un extrait. Alors juste pour reprendre un peu la genèse des compléments alimentaires et son intérêt, c'est de substituer à l'alimentation des compléments alimentaires, donc des échantillons concentrés, donc des extraits de ces plantes concentrées, pour éviter de devoir manger 1 kilo de chaque aliment et avoir l'apport nécessaire dans les principes actifs. Ce qui peut être réalisé, c'est faire des extraits donc très concentrés de ces plantes-là et ensuite en faire des gammes diluées, donc prendre un extrait très concentré et en rediluer derrière le contenu pour arriver à des gammes de prix qui peuvent correspondre à tel et tel distributeur, à telle et telle gamme parce qu'il y a aussi des gammes dans les extraits de premium ou non. Et ensuite, l'incorporation de ces matières extraites qui sont forcément très chères puisque normalement elles sont issues de plantes déjà onéreuses, puis ensuite concentrées, etc. Elles vont être ensuite diluées dans les produits finis. Et si les proportions ne sont pas respectées, on se retrouve à la fin dans un produit fini qui est moins concentré que la plante initiale. Donc, dont l'intérêt devient effectivement limité. Même sans présenter un danger, c'est vrai que le consommateur est floué sur le résultat. Ben oui, alors en sachant que on va revenir aussi peut-être, Loïc, sur les extraits, parce qu'aujourd'hui nous, le consommateur, on n'a pas forcément la possibilité de savoir quels sont le pourcentage d'extraits, puisque c'est même pas, ça peut être indiqué et pas indiqué. Il y a donc les extraits secs et les extraits à ratio. Oui, alors en fait, c'est effectivement ceux qui ont un titre en actif et d'une concentration donnée en actif ne sont pas des extraits à ratio. Donc, on va dire. Donc, ça veut dire que ceux qui ont une concentration en actif indiquée, ce ne sont pas des extraits à ratio. Donc, grosso modo, ça, c'est quand même plutôt fiable. Un extrait en acérola titré à 2, 3, 4, 10, 20% en acide ascorbique va normalement contenir cette concentration-là. Voilà, donc quand c'est annoncé, chers auditeurs et chers prescripteurs de santé, c'est important aussi pour les prescripteurs qui, même s'ils sont médecins généralistes, parfois ne connaissent pas vraiment le secteur des compléments alimentaires, ils vont faire confiance à un labo, etc. Donc si le titrage, quand le titrage est annoncé, là pour le coup,
Oui, non, alors, c'est même pas si simple que ça. Non, effectivement. Si la méthode de dosage est adaptée, c'est bon. Mais effectivement, il y a des cas où on a des méthodes qui surestiment grandement les résultats. Il y a des méthodes qui surestiment d'un facteur des fois 20, 100 un résultat. D'accord. Donc on va se dire que même quand c'est annoncé, finalement, ça dépend de la méthode. Bon, ok, allez, ça, on va l'évacuer quand même si ça... J'ai la chair de poule, mesdames, messieurs. En rentrant dans les détails, quand même, il y a des plantes, en tout cas, pour lesquelles on sait que ça fonctionne très bien, d'autres où on sait que ça fonctionne moins bien. Voilà, en entrant dans le détail, on sait aussi... on peut faciliter un petit peu la chose. Mais là, je pense que ça ne sera pas l'objet d'en parler si ça va être trop long. Sinon. En tout cas, sur les extraits secs, quand il y a donc un pourcentage annoncé, voilà, on peut se dire, ok, c'est cadré. On a une information. Voilà. Et qui est plus ou moins fiable. C'est au moins cadré, voilà. Par contre, il y a une méthode où il n'y a pas de pourcentage annoncé, ce sont les extraits ratios. En fait, voilà, c'est des extraits qui sont vendus justement parce que les extraits titrés sont des fois un peu trop chers. Et pour incorporer, en fait, le problème vient souvent que quand on veut faire un produit, on se dit, ok, bah là, par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai 10 €, j'en sais rien, moi, pour mettre une matière première. Donc, voilà, je vais voir mon fournisseur et je lui dis, bah, moi, je dois acheter tel extrait, par exemple, un 4 pour 1, mais je le veux, par exemple, à 10 € le kilo. Là, le fabricant d'extrait, il se dit, oula, mais alors, déjà, moi, ma matière première, je l'achète à 10 € le kilo. S'il me veut un 4 pour 1, ça veut dire qu'il faut que j'ai besoin de faire... Expliquez ce que c'est un 4 pour 1, Loïc. Il faut que tu expliques ce que c'est un 4 pour 1. J'allais l'expliquer là. D'accord, pardon. Donc, en fait, un extrait 4 pour 1, c'est avec 4 kg de plantes, j'arrive à faire 1 kg d'extrait. Donc en gros, ça veut dire que c'est un extrait qui a 25%, une plante, en tout cas où j'arrive à faire un extrait à 25% de rendement. Donc forcément, si je veux, dans l'exemple en question, si je veux vendre mon extrait à 10 € le kilo, il va falloir que mes matières premières, je ne les achète pas à 10 € le kilo. Donc techniquement, si mes matières, je les achète vraiment, mes matières premières, 10 € le kilo, que j'en utilisais 4 kilos, donc déjà je suis à 40 € le kilo pour fabriquer un seul kilo d'extrait. J'ai des coûts de fabrication, des coûts de communication, etc. Enfin, je suis très loin du compte. Peut-être qu'en fait je pourrais ne le vendre qu'à partir de 100 € le kilo. Donc quand il me dit je te l'achète que à 10 € le kilo, la question est de se dire ok, bah, c'est pas possible. Maintenant qu'est-ce que je fais ? Je sais que de toute façon il va trouver meilleur ailleurs. Il va trouver quelqu'un qui va lui vendre. Donc bah, pour lui, je vais lui faire une gamme spécialement pour lui et je vais l'y diluer d'un facteur qui me permettra moi de retomber sur ma marge en tout cas, et je vais peut-être le diluer 20 fois et je vais lui vendre de cette manière-là. Il n'y a pas de titrage en actif. Donc il n'y a pas de titrage en actif et en plus on va revendiquer l'actif, pas la dilution. Enfin, je sais pas si je suis ici. En fait, ouais, ce qui est même assez compliqué, c'est que des fois, même pour des allégations, on se dit, ok, moi, pour revendiquer une allégation dans un produit, je dois mettre par exemple 200 mg de poudre de plante. Mais vu que je vais mettre un extrait sec à 4 pour 1, j'ai besoin que d'en mettre 50 mg au lieu de 200 mg pour avoir la même quantité et avoir la même revendication. Mais si en réalité mon extrait sec il a été dilué d'un facteur 20, 50 ou autre, en fait je vais penser en mettre moins que de la poudre, sachant que au final on va avoir un produit qui va être peut-être 100 fois plus dilué que prévu. En fait. D'accord, donc on peut annoncer. Long, en fait. Donc est-ce qu'on peut annoncer genre 200 mg de tel produit, de telle plante, et en réalité il n'y a pas 200 mg, genre il y a 5 mg. C'est invérifiable. C'est invérifiable. Mais oui, non, mais on peut le faire. On peut le faire. On peut prendre une plante, juste pour, c'est peut-être un exemple un peu plus marquant. On peut prendre une plante, on doit présenter une gamme de 4 pour 1, 10 pour 1, etc. Enfin plusieurs ratios. On va prendre une plante, on va l'extraire une première fois. On va prendre 4 kilos, on va en faire 1 kilo. On va avoir le vrai 4 pour 1. Il va coûter les 100 € qu'annonçait Loïc avant. Et puis une autre personne veut une autre gamme ou un autre 4 pour 1. Ben, on va reprendre la même plante qui a déjà été extraite, qui a perdu tous ses actifs. Et on va refaire le même process. Mais on n'a plus rien à extraire. C'est comme si on se lave les cheveux après une teinture. Au bout de la 100e fois, il n'y a plus rien à faire, mais on se lave toujours les cheveux de la même manière. Et il y a de moins en moins de teinture qui s'en va. Là, c'est exactement la même chose. Il y a de moins en moins d'actifs qui vont passer dans l'extrait, mais on a quand même fait un 4 pour 1. On a repris 4 kilos, mais cette fois-ci de plantes déjà extraites, et on en a refait une gamme. Il n'y a pas de titrage, donc il n'y a pas de pourcentage de composés revendiqués et à vérifier. Du moment que le process permet de faire la même chose, c'est très difficile ensuite de dire si c'est un bon 4 pour 1, un mauvais 4 pour 1, un faux 4 pour 1. Ah oui, donc finalement, à partir du moment où on a la trace de la plante annoncée dans l'analyse, si on retrouve la plante annoncée dans l'analyse ou l'ingrédient, que la méthode est expliquée, voilà, un 4 pour 1, on peut se dire il y a 200 mg, alors que finalement, non, comme l'explication, enfin, la métaphore de la teinture de cheveux, finalement, il n'y a même plus de couleur, mais on retrouve
on retrouve, c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, il y a la réglementation. Comment elle encadre ces procédés de dilution? Pourquoi c'est pas interdit? Parce que effectivement, c'est une question de marché, mais au bout d'un moment, on est consommateur. Enfin, je prends aussi l'exemple du filtre à café. Tu prends l'expresso, prends ta capsule d'espresso. C'est faire un 10e café avec la même capsule. Exactement. C'est pas possible ça. Non, là, on va se fâcher. Non, mais c'est incroyable. Mais, sachant qu'en fait, le ratio d'extraction ne peut pas être vérifié. Alors du coup, nous, on a essayé de faire en sorte de le vérifier. Donc, on a des choses qui sont assez proches de la réalité, ça fonctionne bien. Mais imaginons, tout à l'heure, je parlais d'un 4 pour 1. Il y a 25% de rendement, donc il va avoir tel prix. Imaginons maintenant, je fais un extrait qui va être un peu plus spécifique, c'est-à-dire que je vais avoir un rendement plus faible. Donc forcément, il va me coûter plus cher à fabriquer. Disons un 10 pour 1. Donc j'ai plus que 10% de rendement. Clairement, je vais devoir le vendre plus cher. Mais ça veut dire que plus le ratio, il est gros dans le sens 10 pour 1, c'est plus gros qu'un 4 pour 1 comme ratio, plus l'extrait est cher. Mais ça veut dire que plus le rendement est faible. On est d'accord. Maintenant, si ma plante, en fait, je la trempe juste une seconde dans l'eau et je la ressors direct, il y a une extraction qui a commencé. Mais du coup, le rendement est très faible. Parce que du coup, je l'ai à peine plongé dedans. Et ça deviendra un fort ratio, alors que pourtant, j'ai quasiment rien extrait. Et ça, du coup, derrière, ça pourrait être vendu très cher. Donc en fait, ça peut être aussi dilué. C'est un peu la dilution du 4 pour 1 pour en arriver à un 10 pour 1. Mais ce qui permet, grâce à cette technique, de pouvoir réellement conserver, ne pas mentir quand on donne les chiffres de ratio. C'est-à-dire que si, dans ce cas-là, on peut facilement faire un 10 pour 1, un 20 pour 1, un 100 pour 1. Ça peut se faire en tout cas. Voilà, en tout cas, chers auditeurs, chers prescripteurs, chers naturopathes qui nous écoutez, chers praticiens de santé, vous l'avez compris, vous recommandez des compléments alimentaires. Et j'aime bien cette image de la capsule de café qui m'est venue grâce à la teinture, Julien, c'est que vous prenez, vous recommandez, je ne sais pas, l'acérola, on a parlé d'acérola tout à l'heure, qui coûte 10 €. Il y a un consommateur qui va la prendre 10 € et puis le 50e consommateur qui vient derrière, c'est la même capsule, il n'y a plus rien, mais il paye 50 € quand même, il se dit tiens, ça marche moins bien. Voilà. Mais c'est comme le café, on le sent que le café est moins bon. Ouais, mais là pour les compléments alimentaires, c'est qu'on sent que c'est moins, on sent pas que c'est moins bon, c'est juste l'effet santé et du coup ça porte préjudice au secteur. Alors maintenant qu'on a vu ça, en sachant qu'il n'y a pas de la loi n'encadre pas cette dilution, c'est ça Alors cette dilution, effectivement, comme elle est invérifiable aujourd'hui, en tout cas il n'y a rien qui de le vérifier. Et vous, alors messieurs, entre nous, ça reste entre nous, parmi les analyses que vous faites, est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent sur le marché ou c'est rarissime de ce dont on parle? Ça, c'est la folie. Comment? Non, mais il y a tout type. C'est de la folie. Non, mais en fait, malheureusement, c'est toujours surprenant. Voilà, en fait, il n'y a pas les cas de toxicité comme on peut voir des fois. Oui, ça peut être toxique. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare quand même de trouver, comme je le dis, les principes actifs du Viagra. C'est rare. Par contre, effectivement, les cas de dilution, pourquoi sont les plus fréquents? Parce que ce sont ceux qui sont les moins vérifiables. C'est juste logique en fait. Mais alors, et en plus, quand vous me dites ça, c'est un truc de fou en fait, en réalité, parce que les laboratoires qui vous donnent ces produits analysés, déjà ils le font de bonne foi, parce que finalement il y en a plein qui ne le font pas. Mais il y a très peu de mauvaise foi. Exactement. Il y a très peu de mauvaise foi. Il y a vraiment ce problème de connaissance, de méconnaissance. Exactement. Et la même surprise qui se lit sur nos visages là en ce moment, c'est la même chose qui se lit sur les visages des gens qui produisent ces échantillons. Et la plupart des gens de bonne foi qui vont se baser sur les fiches de spécification dont on parlait tout à l'heure, sans faire de contrôle, de fil en aiguille, on passe de moi je connais mon agriculteur, il n'y a pas de souci. Oui, mais moi je connais la personne qui fait des extractions. Oui, mais moi je connais mon distributeur, etc., etc. S'il y a un problème dans la chaîne, tout le monde se fait confiance et à la fin, il y en a toujours un qui sera surpris. Il y en a souvent un qui sera surpris en tout cas. Et oui, c'est assez fréquent. C'est un problème de connaissance, mais tripartite, des laboratoires, de la réglementation et des acteurs. Alors maintenant, on va marquer quand même une toute petite pause encore et on va revenir avec des solutions. Parce que oui, sur NutriCast, on est optimiste, on est positif, c'est de la bonne humeur et c'est quand même surtout des solutions. On en revient tout de suite. NutriCast aujourd'hui avec donc Julien et Loïc du laboratoire Botanicert, de la société Botanicert. On peut dire vraiment un vrai laboratoire parce que vous analysez tous les extraits végétaux. On est en direct de Grasse, il fait beau, c'est une belle journée et pour autant le sujet dont on parle est inquiétant. Je vais pas rajouter une petite musique un petit peu de terreur, mais je pourrais une petite musique d'épouvante. Mais là, on va quand même aborder comment on peut faire. Alors, moi, j'ai quelques idées, parce que j'y ai réfléchi un petit peu. Alors, forcément, mes petites idées à moi qui me sont venues là depuis qu'on prépare cette émission, elles sont ce qu'elles sont. Mais j'imagine que vous-même, experts et au jour le jour plongés dans ces thématiques, vous avez des pistes. Est-ce que déjà, vous, au niveau de vos analyses, vous pouvez repérer ça ?
Alors, avant de parler de motifs, enfin de solutions, on peut parler déjà de motifs d'espoir. C'est-à-dire qu'on dresse un tableau noir, mais quand on parle de tous ces gens qui travaillent, notamment avec nous, ce sont donc des gens qui veulent améliorer les choses. Et on peut aussi discuter d'évolution et de relatif. Et donc, en relatif, sur la majorité des clients, il y a une évolution positive vers le nombre de conformités, de non-dilution. C'est-à-dire que les gens qui cherchent à faire des bonnes choses y arrivent. Et donc, on voit une évolution grâce aux analyses. Donc, effectivement, on arrive à vérifier la plupart de ces formes d'adultération, de confusion, etc. Il y a quand même ce motif d'espoir que, on voit l'augmentation des conformités de gens qui travaillent avec nous, qui ont peut-être démarré à 20-30% de conformité au tout début et qui s'en sortent à la fin avec un bon 80-90. Enfin, il y a vraiment une amélioration du marché. Les gens qui vont faire ces analyses sont des gens qui vont, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas forcément... ils sont les premiers surpris. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est améliorer les choses. Donc, il y a déjà ce motif d'espoir. Ensuite, pour les analyses... Alors, effectivement, après, je vais parler aussi d'amélioration, d'idées, etc., qu'on a depuis assez longtemps. Mais avant, en fait, je voulais parler un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure rapidement, mais un peu le côté à qui la faute. Parce que c'est vrai que c'est hyper important pour déterminer quelles sont les solutions. En réalité, tout à l'heure, on parlait des extraits, comme quoi ils sont dilués. Alors forcément, ce sont par exemple les extracteurs qui vont faire ça. Mais on va se dire, du coup, les extracteurs sont les fautifs. Alors qu'en fait, en réalité, non. Justement, imaginons, la personne lui dit, je veux acheter à tel prix. Et lui, il n'a pas le choix. Il va devoir s'aligner, sinon il va fermer la boîte. Parce qu'on trouvera forcément quelqu'un qui va vendre un produit. Donc, il faut s'adapter. On crée des références de plus en plus diluées parce que la demande est de plus en plus diluée. On demande des prix qui tirent de plus en plus vers le bas. Donc forcément, les bonnes références sont de plus en plus rares auprès des extracteurs. Mais en fait, c'est le marché entier qui doit un petit peu revoir les choses. Parce que imaginons, si je disais aux consommateurs, sur un produit à 15 €, allez, vous dépenserez peut-être 2 € de plus et vous serez sûr d'avoir un bon produit. Est-ce que vous serez, en tout cas... vous serez partant. Est-ce que vous serez partant pour le faire ? Je pense clairement que la majorité dirait « Ah oui, je sais pas ce que j'ai et je mets 2 € et je sais ce que j'ai et c'est bon ». Clairement, il n'y a pas photo. Oui, on le voit d'ailleurs sur le bio aujourd'hui, le succès du bio, les gens mettent un peu plus cher quand ils peuvent, dès qu'ils le peuvent, pour en manger. Voilà. Donc clairement, le marché ne doit pas être un marché du prix, entre guillemets, parce que des solutions, il pourrait y en avoir. Et si tout ça change, l'extracteur serait le premier content à vendre un produit de bonne qualité et le vendre aussi plus cher. Donc en fait, voilà, des solutions, il va y en avoir. Mais alors, juste, puisque les contrôles, c'est indétectable, que les contrôles, que la loi, il n'y a pas de réglementation spécifique pour la dilution, est-ce que, ok, on l'a compris, mais du coup, il n'y a pas une démarche vertueuse à créer avec une espèce de charte de bonne conduite et des acteurs qui signeraient cette charte avec les extracteurs qui, eux, s'engagent à ne pas diluer. Est-ce qu'il y aurait quand même des extracteurs qui diraient, moi, je refuse ce marché, je vends plus cher, par contre, quand les produits viennent de chez moi, ça garantit qu'ils ne sont pas dilués, avec voilà, toute une espèce d'acteurs identifiés, avec un label qui serait sur les produits, qui signifierait, nous, voilà, on s'est engagé, on fait les analyses et on fait partie de ces acteurs qui faisons en sorte de vouloir changer les choses. Et donc le labelliser, rendre ça transparent aussi, que les gens sachent. Parce que les marques qui viennent chez vous et qui font des extraits et qui font des études alors qu'elles ne sont même pas obligées, quand elles voient ça, elles sont un peu démoralisées. Elles avancent, elles font le travail pour les autres quelque part. Et finalement, personne ne le sait. Moi, je connais des marques, on en a parlé, qui sont chez vous. Je dis, c'est super. Mais la majorité ne le sont pas en fait. Mais il y a justement ce motif d'espoir qui est l'évolution. On est quand même dans un domaine qui est assez ancien maintenant, qui commence à avoir 20, 30, 40 ans d'expérience, etc., mais qui est réglementé depuis 10, 15 ans, même pas. Et donc, il y a cette évolution, il y a vraiment cette mise en marche, et il y a ces acteurs, effectivement, qui passent, par exemple, par notre laboratoire, entre autres, pour dire, nous, on commence à avoir une petite réputation, et les gens qui disent, voilà, nos extraits sont analysés par Botanicert, il y a une sorte officieusement de filière qualité et d'assurance qualité par ce résultat d'analyse. Mais voilà, il faut donc effectivement, tout le monde est un petit peu fautif entre guillemets, mais tout est en évolution. Donc la réglementation va se mettre, on dit voilà, la réglementation n'est pas sur les ratios parce que ce n'est pas vérifiable. Mais avec le développement des méthodes comme on le fait nous en interne, pour justement le vérifier, la réglementation se mettra au diapason. Les acteurs auront de plus en plus d'intérêt à faire des analyses et des analyses pertinentes pour valoriser ces échantillons, etc. etc. Tout va normalement, si les choses se passent avec espoir, encore une fois, tirer vers le bon sens et vers une meilleure crédibilité du marché et de meilleurs échantillons. C'est pour ça que ce genre de
de discours en tout cas qu'on l'on peut avoir et qu'on essaie d'éduquer la majorité de nos clients, des gens qui passent par chez nous, etc. C'est déjà l'information. Parce qu'une fois qu'on le sait, en fait, on va pouvoir changer les choses. Parce qu'effectivement, les méthodes pharmacopées, il y en a plein qui pensent que tout est parfait, mais il ne faut pas oublier que les méthodes pharmacopées, c'était utilisé à l'époque pour différencier quelques dizaines de plantes. Aujourd'hui, on utilise des milliers, donc il n'y a plus rien à voir. Des méthodes avant qui étaient utilisées pour doser des marqueurs qui surestimaient énormément les résultats. On a énormément évolué d'un point de vue technologique et on a tout ce qu'il faudrait, en tout cas scientifiquement parlant, pour réaliser de très bonnes analyses et très simplement, sans dépenser des milliers et des cents, donc avec des coûts similaires à aujourd'hui. Loïc met un doigt sur quelque chose d'important, juste rapidement, c'est la recherche de l'innovation. On court un petit peu après la connaissance parce qu'il y a eu énormément d'innovations dans le domaine depuis des années et on essaye de rattraper un petit peu tout ça. Et donc il y aura toujours un petit train de retard, mais on rattrape petit à petit et avec l'espoir que les contrôles seront bientôt à jour avec ces innovations. Effectivement, les contrôles sont un peu en retard de l'innovation. C'est vrai qu'on court tous après l'innovation, comme tu disais, Julien. Et puis dernier peut-être sujet avant de nous quitter, même si on a fait une émission déjà assez complète. Là, on va parler d'une plante qui va arriver qui va être utilisée pour les compléments alimentaires en France. En tout cas, c'est le CBD. Vous parliez tout à l'heure, plus il y a de la demande, plus il y a de la falsification. Clairement, là-dessus, j'ai l'impression que ça peut être du grand n'importe quoi, messieurs. Est-ce que vous me confirmez ou est-ce que là, déjà, c'est encadré ? Alors, pour le coup, là, je pense que ça va être une analyse qui va être vraiment bien cadrée. Là, il y a vraiment... le cadre est déjà assez bien défini et tout. Donc, tout ce qui va passer par des analyses ne passera pas par n'importe quelle analyse. Donc là, clairement, ça va être quelque chose d'assez différent. Non, c'était juste pour savoir. À voir, mais exactement. Généralement, en théorie, si la réglementation est en amont, il y a moins de chances qu'en aval il y ait des erreurs, exactement. Alors que quand la réglementation essaye de rattraper, les laboratoires doivent s'y mettre, etc. Oui. Là, c'est quand même créé sous couvert de gouvernement, de règles, de lois très encadrées, donc forcément, ils vont être très contrôlés, ces gens-là, et en tout cas, on l'espère, puisque on ne sait pas quelque chose que tous les laboratoires pourront être accrédités à faire, quoi. Ça c'est vrai, mais parce que je me disais, comme ils vont chercher le dosage en THC, peut-être qu'ils vont tellement mettre les marqueurs là-dessus qu'ils vont passer à côté d'autres choses. Mais bon, c'est encore un autre sujet. En tous les cas, moi, ce que je veux vous dire, messieurs, c'est que... je mets ça, voilà. Ce que je veux vous dire, messieurs, c'est que vous qui êtes acteurs du marché de la nutraceutique, je pense qu'il faut continuer à faire évoluer la conversation pour avoir ce label Botanicert quelque part. Alors, évidemment... non, mais on est chez vous, donc je dis Botanicert, parce que vous faites ces analyses. Parce que, encore une fois, pourquoi ? Parce que les laboratoires qui vous envoient les produits pour analyse, ils le font, ils n'y sont pas forcés, ils le font pour avancer. Parce que ceux qui ne veulent pas avancer, ils vont pas dépenser de l'argent, ça coute quand même quelques euros, enfin ça coûte quand même une somme, donc comme il n'y a pas de contraintes, la majorité de ceux qui ne sont pas dans un sens d'avancer, de faire évoluer le marché correctement, ils ne font pas ces analyses. Donc ceux qui le font, c'est quelque part, ils s'inscrivent dans une démarche qui est vertueuse. Alors, Botanicert ou autre, mais il faut que vous vous mettiez d'accord quelque part et qu'il y ait ce label. Moi, en tant que consommateur, j'ai envie, quand j'achète un complément alimentaire, qu'il y ait ce petit cachet, ce petit label qui me rassure. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu m'as dit c'est la folie, et je retiens ce mot, c'est la folie, c'est que sur le marché, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui veulent faire bien les choses, mais on ne peut pas les distinguer de ceux qui font mal les choses, et c'est ça, finalement, qui fait mal à l'ensemble de la profession. Pénaliser effectivement des acteurs qui veulent vraiment bien travailler. Pour moi, le mot, c'est dommage, dans le sens où on pourrait faire tellement mieux pour ces produits, et malheureusement, c'est ceux qui sont moins soucieux qui nivellent le marché vers le bas. On va y arriver. Oui, exactement. En tous les cas, surveillez les nouveaux acteurs, parce que beaucoup de startups démarrent aussi pour acheter des compléments alimentaires. Elles sont pas forcément au courant de ça. Elles veulent tirer les prix vers le bas. Faites attention quand il y a trop de marketing. Regardez l'ancienneté du laboratoire. Regardez un petit peu, enquêtez. Bon, c'est vrai qu'on est consommateur, on n'est pas inspecteur. Mais grosso modo, voilà, on va continuer à faire des choses ensemble. En tout cas, nous sur NutriCast, on va y aller voir comment ça évolue. J'ai été ravi que vous m'accueilliez aujourd'hui chez vous. Merci encore, messieurs. Loïc Lofredo et Julien Diaz de Botanicert sur NutriCast, émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment sur nutricast.fr, et puis surtout à partager. À très bientôt sur NutriCast.